Bon, voilà, on va commencer ce cours qui porte sur l'accouchement normal. Les cours, pour que je vous dise comment ça va se passer, là, je commence par présenter. Si vous avez des questions, vous les notez. Et à la fin, on va prendre un certain temps pour répondre aux différentes questions. Pour que le cours se passe bien, j'invite tout le monde à couper son micro. C'est très important que tout le monde coupe son micro pour qu'on n'ait pas, n'est-ce pas, des interruptions pendant le cours. Voilà un peu, voilà. Donc, c'est un cours qui pose l'accouchement normal, donc qui est censé durer environ 50 heures, à peu près. C'est un cours qui doit durer 50 heures, dont 20 en partie théorique et vidéo, euh, 20 autres en partie en pratique, dans la partie pratique. On aura environ 6 heures de TD et peut-être 2 heures d'évaluation. Ça, c'est si on réussit à faire tout ce qu'on a à faire. Bon, maintenant, de temps en temps, je pense que je vais basculer parce que dans le support ici, il n'y aura pas de lien vidéo, le support que je vous ai envoyé. Par contre, le support que j'utiliserai, vous verrez à l'intérieur, n'est-ce pas, le lien vidéo pour accéder au cours. Donc, voilà. De temps en temps, on peut être appelé à basculer de support. Donc, Recording in progress. donc est-ce que les autres le micro? Peut-être ton réseau qui n'est pas bon. Pas nécessairement. Est-ce que les autres peuvent couper le micro, s'il vous plaît? Donc, hmm. Donc, à la fin de cet enseignement, en tant que sage-femme, vous devrez être capable de décrire l'approche d'un accouchement. Vous devez être en mesure de décrire un accouchement, voilà comment ça doit se passer. De manière spécifique, vous devez reconnaître et faire le diagnostic d'un travail normal, reconnaître une présentation du sommet en précisant sa variété. Parce que quand on parle, je vous ai dit la dernière fois, quand on parle de sommet, dans le sommet, il y a plusieurs autres variétés. Ça peut être la face, ça peut être le front, ça peut être le vertex. Donc, il y a plusieurs entités qui peuvent intervenir dans la présentation du sommet. À côté, vous devez être à mesure de faire le diagnostic d'un engagement. Déjà, je vous le dis d'emblée comme ça, parce qu'on vous dira que l'engagement, c'est le franchissement du détroit supérieur par la plus grande partie présentante. Mais comment faire le diagnostic? On verra qu'il y a au moins deux façons de le faire. On peut utiliser la méthode de Farabeuf, la technique de Farabeuf. On verra, donc vous devez être à mesure de le faire. Vous devez expliquer le mécanisme de la descente et de la rotation de la tête fœtale dans la présentation du sommet. Comment est-ce que ça se passe dans le bassin? Vous devez expliquer les mécanismes du dégagement dans la présentation du sommet. Vous devez être en mesure de surveiller le travail et faire un accouchement en présentation du sommet. Vous devez réaliser une délivrance normale et même examiner un placenta. En gros, voilà ce que vous devez connaître faire. Donc, pour répondre à ces objectifs, nous allons utiliser un plan classique. Tout d'abord, du point de vue de la physiologie du déclenchement spontané du travail, l'accouchement normal, on en parlera, la délivrance et la surveillance du placenta. Donc, en introduction, nous pouvons dire que la présentation du sommet est la présentation la plus favorable et la plus fréquente. Je vous l'ai souvent dit, la sage-femme, qui est le cœur de votre métier, vous en tant que sage-femme, vous avez les compétences et l'habileté pour faire l'accouchement normal. Et qui dit accouchement normal dit accouchement de tête, dit accouchement de sommet. OK? Parce que si vous jamais vous avez un accouchement de siège, ce n'est pas un accouchement physiologique. Du coup, il y aura d'autres paramètres à pouvoir prendre en compte pour la mise en place. Et du coup, ça ne rentre pas forcément dans vos compétences, même si sur le terrain, vous aurez l'habitude de le faire. Mais si jamais vous voyagez et vous vous retrouvez ailleurs, vous allez vous rendre compte tout de suite que lorsqu'il y a un accouchement de siège, ce n'est pas de la compétence de la sage-femme. Mais la plupart du temps, la plupart des accouchements qu'on a, ça se fait en présentation du sommet. Nous allons donc décrire au cours de cette leçon
la conduite du travail et de l'accouchement eutocique. Là, je dis bien, on compare l'accouchement eutocique, c'est un accouchement qui s'oppose à l'accouchement dystocique. L'accouchement eutocique, c'est un accouchement normal, avec un poids fœtal compris entre 2500 et 3500, qui vient en tête, particulièrement dans la version Vertex, essentiellement. Donc, le travail va donc se définir comme des contractions utérines régulières qui s'accompagnent d'un effacement et d'une dilatation du corps. Vous devez retenir ça. De temps en temps, on va toujours vous poser la question. Vous entendrez parler du travail. Ce sera le cœur même de votre boulot. Suivez une femme en travail, évaluez le travail, surveillez le travail. Mais c'est quoi le travail? Pour qu'on dise qu'une femme a un travail, il faut qu'elle ait des contractions utérines qui sont régulières. Il faut qu'on se rende compte que ces contractions entraînent des modifications au niveau du col. Pourquoi je le précise? Parce que vous allez arriver à l'hôpital, parfois on vous dit c'est un faux travail. Justement, si on se rend compte qu'il y a des contractions qui ne modifient pas le col, on va dire que c'est pas un travail. Donc on dit que s'il y a un travail, il faut que la femme ait à la fois des contractions utérines et qu'on se rend compte que le col est modifié, en sachant que par modification du col, on entend l'effacement qui est un raccourcissement, qui est une diminution de la longueur du col, mais également une dilatation qui est une ouverture du col. Donc si on a une patiente qui vient vous voir, elle a des douleurs a-t-il une contraction utérine et on se rend compte que son col reste fermé, alors c'est pas, on ne pourra pas dire qu'elle a un travail, on va dire que c'est un faux travail et généralement ce seront des douleurs qui pourront s'extomper lorsqu'on mettra un antispasmodique à la patiente. Or, dans un vrai travail, vous ne pouvez pas l'arrêter avec des antispasmodiques. Donc, il y a trois grands phénomènes, lorsqu'on parle de la physiologie du travail, il y a trois grands phénomènes qui vont se dérouler avant l'accouchement. Je précise ici que l'accouchement en elle-même est fait de trois grands stades. On prend ça comme ça, généralement, ou du travail, on va dire que c'est trois grands stades ou trois grandes périodes qu'il ne faut jamais confondre avec avec les deux grandes phases les deux grandes phases du deuxième stade, ou non, du premier stade du travail. Le travail, c'est trois stades. Le premier stade a deux phases. Ok. Parce que le premier stade du travail ou la première période, c'est le moment qui va entre l'effacement du col et la dilatation complète. Là, on est dans le premier stade du travail, en sachant que le premier stade a deux phases. Une phase dite de latence qui va du moment de l'effacement du col jusqu'à la dilatation 4 cm. Il y a une deuxième phase qui est la phase active qui commence à la dilatation 5 cm et va se poursuivre jusqu'à la dilatation complète. Ensuite, on aura le deuxième stade du travail qui est en réalité le stade de l'accouchement à proprement parler. C'est le stade de l'expulsion du mobile fœtal. On aura enfin le troisième stade du travail qui est l'expulsion du placenta ou des annexes du fœtus. Voilà les trois grands. Mais qu'est-ce qui précède l'accouchement? En réalité, lorsqu'il y a eu une grossesse, il faut qu'il y ait une maturation du fœtus. Vous l'avez vu, le développement embryonnaire, comment ça se passe pour que le fœtus grandit et tout le reste. Et c'est cette maturation qui sera adaptée en réalité aux différentes contraintes de l'accouchement. À côté de cela, on aura des modifications biochimiques du col qui vont se mettre en place pour entraîner l'effacement, ensuite la dilatation. Et enfin, on aura la mise en place des structures qui vont permettre la contractilité du myomètre. Parce qu'il va falloir que le myomètre se contracte. Ce qu'on appelle, quand vous parlez de contraction utérine, effectivement, c'est le muscle utérin, qu'on appelle encore le myomètre, qui va se contracter pour expulser hors des voies génitales féminines son contenu, le contenu utérin, ici qui est le fœtus. Alors, là, on est toujours la physiologie du travail, et là, on est un peu dans les rappels, si vous voulez. Alors, quels sont les facteurs hormonaux qui interviennent dans la physiologie du travail? On a plusieurs théories qui s'opposent. C'est la théorie de l'œstrogène. On sait généralement qu'au premier ou deuxième trimestre, l'œstrogène est lié et donc il ne va pas agir. Parce qu'on a deux grandes formes d'œstrogène. Il y a ce qu'on appelle l'œstrogène lié, qui est fixé à d'autres molécules et donc par conséquent ne peut pas se fixer à des récepteurs de l'œstrogène sur l'utérus. Et dans le troisième trimestre, on aura l'œstrogène libre.
Il est libre parce il acquiert la capacité de venir se fixer à ses récepteurs qui sont fixés sur l'utérus. Donc, on pense justement que c'est lorsque on est dans le troisième trimestre avec l'estrogène libre qui est présent, qui va se fixer à l'utérus et il sera responsable, n'est-ce pas, d'un travail de contraction et tout. Euh, les oestrogènes vont augmenter dans l'excitabilité des fibres lisses, vont augmenter la vitesse de propagation, l'activité électrique, ainsi que le développement du myomètre. On aura également une synthèse des prostaglandines. Alors, la deuxième théorie, c'est la chute du taux de progestérone. On sait que la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. C'est grâce à la progestérone que l'utérus va rester relâché tout au long de la grossesse. On sait déjà que dès le moment de l'ovulation, on a le corps qui commence à produire la progestérone et c'est cette progestérone qui attend la grossesse. Dès qu'il y a une grossesse, le corps va poursuivre sa production de la progestérone jusqu'aux environs de la 10e, 12e semaine. Le placenta prendra le relais aux environs de la 10e semaine pour atteindre le maximum vers la 14e semaine. Question de libérer assez de progestérone pour permettre, que tout se passe en réalité très bien. Et donc, dans la même lancée, on aura également ce qui se passera vers la fin. Il va falloir que le taux de progestérone chute pour qu'on puisse acquérir euh, une, une meilleure action des oestrogènes. Parce que si la progestérone ne chute pas, l'utérus va rester relâché, il ne pourra pas se contracter. Et donc, vous dites, c'est la chute de la synthèse de la progestérone qui va en réalité entraîner une augmentation de la synthèse des oestrogènes. La troisième théorie est celle des prostaglandines. On sait que la synthèse des prostaglandines est faite par les placentas. Les prostaglandines sont contenues dans les membranes et même dans le liquide amniotique. Et leur taux va augmenter dans le sang maternel pendant le troisième trimestre de la grossesse. En réalité, quand on parle de prostaglandines ici, c'est l'ensemble de ces substances-là qui agissent sur l'utérus pour entraîner une contractilité de l'utérus. Quand on parle de prostaglandine, ici, quand vous voyez à l'hôpital utiliser le misoprostol, c'est une prostaglandine. C'est qu'on sait que la prostaglandine va agir au niveau du col pour assouplir le col, pour entraîner le col dans la contraction, dans sa dilatation, en gros, dans la maturation du col, si vous voulez. Et quand on dit que les prostaglandines sont contenues dans les membranes, c'est pour ça que l'une des façons pour déclencher le travail chez une femme, ça peut être la rupture des membranes. Ça fait partie des approches, on vient faire la rupture des membranes chez une patiente en espérant que lorsqu'on va rompre les membranes, on va libérer les prostaglandines contenues dans les membranes et dans le liquide amniotique pour déclencher localement des contractions. Je vous disais, il y a des hommes dans le liquide spermatique, par exemple dans le sperme de l'homme, il y a des prostaglandines, sinon des analogues à la prostaglandine. Ce qui explique que certains hommes, ou dans certains couples, vous avez des femmes, lorsqu'elles ont des rapports sexuels avec leur mari pendant qu'elles sont enceintes, elles peuvent avoir des menaces de fausse couche. Parce que les prostaglandines contenues ainsi dans le liquide spermatique vont agir au niveau du col comme si la femme était déjà à terme, donc vont entraîner une contractilité utérine chez la femme. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous vous rendez compte que les douleurs, les saignements qui vous font évoquer une menace de fausse couche surviennent à la suite d'un rapport sexuel, dans la prise en charge, vous allez conseiller à ce couple-là d'arrêter déjà les rapports sexuels au moins pour un temps. Dans l'autre théorie, c'est la théorie de l'oxytocine. On pense que vers la fin de la grossesse, on aura une augmentation de la production de l'oxytocine qui sera libérée, préparée avec la théorie du cortisol. À côté de tous ces éléments qui sont surtout d'ordre hormonaux, on note également qu'il y a des facteurs d'ordre mécanique. Ça, il ne faut pas oublier les facteurs mécaniques. Et donc, dans les facteurs mécaniques ici, on va penser par exemple à la subdistension utérine, parce que
On pense que lorsqu'une femme a une grossesse jumellaire avec des jumeaux, il y a plus de risques chez elle d'entrer en travail plus tôt. Parce que l'utérus étant extrêmement distendu, ça peut déclencher le travail. Ce qui va également expliquer que dans les cas de macrosomie, dans les cas de polyhydramnios, on a un travail qui arrive de manière un peu plus précoce qu'avant. À côté, on aurait également le tirement du segment inférieur par la présentation à la pose du terme. Alors, lorsqu'on parle des contractions utérines, il faut dire que, je l'ai dit, les contractions, c'est une contractilité, c'est un glissement des fibres d'actine sur les fibres de myosine. Les contractions utérines sont involontaires. Une femme ne peut pas décider qu'elle veut contracter. Elle ne peut pas. Donc, c'est involontaire à un moment donné à cause de tous les mécanismes qu'on a vus avant. La suggestion, tous les mécanismes hormonaux, on aura la génération, on aura une initiation des contractions utérines. Elles sont involontaires, elles sont intermittentes, donc c'est pas continu. Moi, j'ai dit sur vos patientes, vous ne pouvez pas entrer en salle d'accouchement et du début à la fin de votre travail, vous criez. C'est pas logique. Ce n'est pas que que vous n'avez pas mal, mais la douleur, justement, étant intermittente, on a des douleurs qui vont durer euh, en moyenne une, disons, entre 45 et 60 et 90 secondes, 1 minute 30, qui sera espacée à peu près de 2 3 minutes de pause. Du coup, il y a quand même un certain temps d'accalmie. Donc, vous ne pouvez pas entrer du début à la fin, vous pleurez. Les contractions sont totales. Ça veut dire qu'elles commencent, on connaît qu'est-ce qu'elles commencent et on connaît qu'est-ce qu'elles s'arrêtent. L'hôpital vous dira d'évaluer les contractions. Vous pouvez poser la main sur le ventre de la femme, on vous apprendra. Pose la main sur le ventre de la femme. On sent la contraction qui commence. Quand elle finit, on sent qu'elle est finie. OK? Et du coup, on peut évaluer la durée. C'est que si je connais quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que c'est fini, je peux évaluer la durée. Ça va se faire souvent en secondes. On peut évaluer la fréquence. Est-ce qu'elle est de 2 croix, par exemple? Est-ce qu'elle est de 3 croix? Si au cours de la contraction, quand le ventre il est contracté, j'appuie sur le ventre, il est mou comme ma lèvre, je dirais que c'est une contraction d'intensité 1 croix. Si quand j'appuie, c'est aussi dur que la pointe de mon nez, je dirais que c'est une contraction de 3 croix. Si quand j'appuie, c'est aussi dur que mon front, je dirais que c'est une contraction d'intensité 3 croix. La fréquence, c'est surtout ici le nombre. Ok, donc, en moyenne, une femme sera dite vraiment au travail lorsqu'on va commencer à avoir 2 à 3 contractions par 10 minutes. Si vous avez une contraction qui arrive toutes les 30 minutes, en réalité, ce n'est pas vraiment le travail. Ok, on se met un peu dans le faux travail, mais lorsque vous entrez réellement au travail, vous aurez entre 2 et 4 contractions en 10 minutes. Si on se retrouve avec 5 6 contractions en 10 minutes, ce serait également, ça peut définir une hypercinésie, c'est-à-dire que c'est une homme qui contracte beaucoup. Ça également, c'est pas normal. Donc, le tonus peut être mesuré, ça on reviendra plus dessus, vous revenez plus dessus en troisième année lorsque vous verrez la surveillance électronique du travail avec un cardiotocographe. On peut mesurer l'intensité de la contraction en millimètres de mercure. Donc, ça sera plus en troisième année. Là, vraiment, première année, première, deuxième année, on va s'assurer que vous sachiez évaluer les contractions manuellement. Alors, concernant toujours la physiologie, là on est en parlant de la régulation des contractions utérines. Il est important de noter qu'elle est faite sous contrôle humoral. On a dit on aura les oestrogènes qui vont agir sur les fibres utérines pour les exciter, pour le développement. On aura la progestérone qui va entraîner une augmentation de la lésion entre le calcium et l'ATP. L'ATP, c'est la source d'énergie. On aura la baisse du calcium libre qui va entraîner un relâchement musculaire. On aura l'oxytocine qui va agir pour le déclenchement des contractions utérines. On aura les prostaglandines et tout le reste. Tout ça va, n'est-ce pas, entraîner la mise en place des contractions utérines. On aura également un contrôle nerveux avec les récepteurs alpha et bêta, en sachant que les récepteurs bêta, comme le salbutamol, ça va, par exemple, vont inhiber les contractions utérines, vont arrêter les contractions. C'est pour ça qu'on peut les utiliser pour contrôler les contractions utérines. Ok. Alors que les bêta-bloquants, par contre, comme la flocadine, peuvent aider à augmenter les contractions utérines.
là, on revient, voilà, là, je l'ai rappelé en amont en vous disant que le travail est fait de trois grands stades, qu'on appelle encore trois grandes périodes. C'est exactement la même chose. Le premier stade, c'est le stade de l'effacement et de la dilatation du col. Le premier stade est divisé en deux phases, la phase de latence et la phase active, en sachant que la phase de latence, c'est la phase qui va de l'effacement du col, donc du raccourcissement du col, de la diminution de la longueur du col, jusqu'à la dilatation 4 cm. Et la phase active qui va de la dilatation 5 cm à la dilatation complète, qui est une dilatation à 10 cm. Mais je voulais également que vous reteniez ici que chez la primipare, chez une dame qui n'a, non, chez une nullipare, une dame qui n'a jamais accouché ou qui a accouché une fois, généralement, on aura l'effacement qui va d'abord se passer complètement. Donc, on aura d'abord la diminution de la longueur du col et après ça seulement, on aura la dilatation. Chez la multipare, par contre, les deux vont se passer généralement de manière simultanée. Le deuxième stade du travail, c'est l'expulsion du fœtus, comme je disais, ou l'accouchement à proprement parler. C'est l'expulsion immobile fœtale. Le troisième stade, c'est la délivrance qui va correspondre à l'expulsion du placenta ainsi que des membranes. Donc, on a dit, voilà, voilà, là, c'est juste pour revenir, voilà, comme on disait tantôt, la phase latente qui va du début de l'effacement, ça c'est du début de l'effacement, pardon, jusqu'à la dilatation 4 cm. Donc là, il va falloir concourir, ça va du début de l'effacement jusqu'à la dilatation 4 cm et peut durer en moyenne 8 à 12 heures de temps. Ça, c'est chez la première part. Il va durer en moyenne 8 à 12 heures. Alors que la phase active qui va de la dilatation 5 cm à la dilatation complète, elle se fait plus rapidement à raison de 1 cm par heure en moyenne. Donc, du coup, quand une femme est en phase active, on s'attend à ce que dans les 4-5 heures qui suivent, elle accouche. Bon, voilà, ça c'est ce que je vous disais tantôt. Excusez-moi, là, je vais changer de support. Je vais changer de support. On change de support. Donc, voilà. Là, on continue. Là, on était au niveau. On a commencé là parce que là, on a fini avec le déroulement du travail. On va entrer vraiment dans le grand deux de notre travail. On va parler de l'accouchement normal, l'accouchement de sommeil. Il était question ici de vous montrer un peu comment se fait la compétence obstétricale des muscles abdominaux maternels. Donc c'est une petite vidéo qu'on va regarder qui montre l'influence de l'anatomie gravite sur la mécanique obstétricale. On va regarder ensemble. Il n'y a pas de temps zéro de l'accouchement. Les circonstances du début du travail sont très différentes d'une femme à l'autre et les facteurs qui interviennent, surtout sur le plan physique, sont peu ou mal étudiés. Sur un plan fonctionnel, les facteurs anatomiques préexistants au travail conditionnent en grande partie son futur déroulement. Mais ils sont plus constatés qu'observés et leur intervention ne fait pas fréquemment l'objet de démarches de recherche. En limitant la description de l'accouchement aux mécaniques obstétricales de la seule confrontation fœto-pelvienne, on risque de méconnaître l'intervention des fonctionnements maternels qui ont installé les conditions physiques dans lesquelles s'initie, puis se déroule travail et accouchement. Le développement de la grossesse au cours des 9 mois de gestation modifie considérablement l'anatomie féminine sous l'action de facteurs hormonaux et mécaniques. L'adaptation de l'organisme maternel à l'état gravide, si on en restreint la description aux seules modifications morphologiques, met en jeu des acteurs musculo-squelettiques. Pendant la grossesse, le développement de l'utérus change fondamentalement ses rapports puisque le corps utérin quitte le pelvis pour devenir entièrement abdominal après 4 mois. Les augmentations volumiques et pondérales de l'organe rendent insuffisants ses moyens de soutien et d'orientation habituels et les éléments du contenant abdominal prennent alors le relais. Les muscles de la paroi abdominale doivent s'adapter à leur nouvelle fonction qui comporte deux objectifs opposés. Maintenir le poids utérofœtal et laisser la place nécessaire à son développement volumique. Pour ce faire, l'hyperlaxité ligamentaire, en rapport avec les modifications hormonales de la grossesse, s'exerce sur les très longues fibres des aponevroses, tendons et gaines de la sangle abdominale, d'une façon très visible. La surface de la paroi abdominale va habituellement augmenter par étirement quasi exclusif de la gaine des muscles droits et élongation des zones tendineuses qui séparent les différents chefs musculaires
qui eux-mêmes s'amincissent et s'étalent. Les muscles obliques externes, obliques internes et les transverses ne sont pas intéressés par le processus d'étalement et changent simplement d'orientation en raison du développement antérieur. Le déplacement du centre de gravité, réalisé par le déport antérieur du poids utéro-fœtal, rend nécessaire une adaptation globale de la posture pour rétablir l'équilibre du corps. Le haut du tronc se rejette en arrière, ce qui redresse le thorax, horizontalise les côtes et porte la base du cou en avant. L'accentuation de la lordose est réalisée par l'intermédiaire de l'augmentation de tonus très importante des muscles lombaires, dont l'action doit équilibrer l'augmentation de tonus des abdominaux antérieurs qui soutiennent le poids de l'utérus grave. Cette lordose fait saillir les corps vertébraux dans l'espace abdominal, déportant d'autant l'utérus et le centre de gravité vers l'avant. Au final, dans cet équilibre divergent, le corps utérin se retrouvera soutenu en avant par la paroi abdominale, dont l'obliquité augmente considérablement. Les modifications de courbure vertébrale ont également des conséquences sur le plan de soutien ostéomusculaire postérieur du corps utérin. Ce plan postérieur est constitué dans sa partie supérieure par la colonne des corps vertébraux lombaires, dont le relief est rapidement effacé vers le bas par les colonnes musculaires des deux psoas qui divergent en se dirigeant vers le bassin et constituent le support postérolatéral de la partie basse de l'utérus gravidique. Ces deux muscles, adossés latéralement en bas aux muscles iliaques qui les solidarisent aux ailes iliaques, rétrécissent l'accès au détroit supérieur et constituent la partie postérieure de la suspension musculaire qui maintient l'utérus et la présentation à distance du bassin osseux pendant presque toute la durée de la grossesse. Support antérieur et support postérieur abdominaux forment entre eux un angle dièdre ouvert en haut qui s'oppose au poids de l'utérus gravide et littéralement le porte. Dans sa configuration la plus habituelle, cette structure de soutien ne laisse passage dans l'écartement inférieur des deux psoas qu'à une partie de la présentation dont le plus grand diamètre reste retenu par leur bord interne. Seule la partie basse de l'utérus fait ainsi hernie dans l'orifice musculaire, le reste du corps utérin ne pouvant s'y engager. Cette suspension, au-dessus et à distance du détroit supérieur, est d'autant plus facile que le serrage de la partie basse de l'abdomen diminue en avant le diamètre disponible et fait remonter la présentation sur les deux colonnes obliques des psoas. L'évasement de la partie antérieure de l'abdomen, par élargissement de la gaine des muscles droits, change la direction d'action des muscles latéraux, transverses, obliques internes et obliques externes. Dans leur nouvelle configuration, la contraction conjointe de la moitié inférieure des transverses et des obliques externes réalise par l'intermédiaire de l'aponévrose abdominale un serrage et une ascension de la partie basse de l'abdomen grave. Les muscles obliques externes sont insérés sur les côtes. Et pour qu'ils y trouvent un point de traction solide, il est nécessaire que les côtes soient soutenues vers le haut par la contraction des muscles pectoraux et des trapèzes qui maintiennent le haut du corps en redressement. On comprend que cette chaîne cinématique, étant celle de l'équilibre postural de grossesse le plus répandu, la silhouette habituelle de la femme enceinte révèle en fait un portage utérin tonique qui limite fortement la descente de l'utérus et de la présentation. À l'opposé, la contraction conjointe de la moitié supérieure des transverses et celle des obliques internes réalise, si elle s'accompagne d'un relâchement des muscles précédemment cités, un serrage de la partie haute de l'abdomen. Dans ce mouvement, l'utérus et son contenu descendent, d'autant plus facilement que la partie inférieure de l'abdomen se relâche et augmente le diamètre antéro-postérieur disponible en regard des psoas. Cette attitude maternelle, favorable à la descente de la présentation, adéquate en fin de grossesse, peut exister chez certaines femmes dès le premier trimestre. Elle constitue une variante de portage utérin tout aussi efficace en développant un support utérin en appui par opposition au support en soutien. L'équilibre du corps, face au développement volumique et pondéral de l'utérus, se fait en convergence, ramenant les masses au plus près de l'axe d'équilibre. La lordose lombaire s'efface pour laisser la place au développement utérin vers l'arrière. Pendant la durée de la grossesse, cette attitude est relativement inconfortable du fait de la descente utérine qui rend difficile le remplissage vésical et de la présentation fréquemment engagée qui occupe l'excavation. Mais cette solution de portage sollicite beaucoup moins le tonus musculaire lombaire et dorsal, étire peu la sangle abdominale et rend moins important l'effort de soutien. La saillie abdominale est très limitée et les mouvements de la vie quotidienne plus aisés. Ce type de portage rend compréhensible le fait que certaines femmes
puissent aller jusqu'à ne pas percevoir leur grossesse. Les exemples de portage en convergence sont actuellement moins fréquents, même chez des femmes conscientes de leur grossesse. Ils représentaient 30% des grossesses de primipare à 36 semaines en 1973. Ils ne représentaient plus que 1% en 2013. Il existe un lien entre la posture de portage et l'attitude habituelle de la femme en dehors de la grossesse. Les attitudes habituelles en déséquilibre postérieur tendent à donner un portage en appui, alors que les déséquilibres antérieurs évoluent logiquement vers un portage en soutien. Dans le contexte culturel actuel, l'attitude féminine correspond beaucoup plus à celle du déséquilibre antérieur, favorable à une adaptation d'équilibre postural divergent lors de l'adaptation au développement de la grossesse. L'équilibre postural de la grossesse, bien que de nature tonique et donc difficile à percevoir, n'est pas pour autant définitivement figé. Face aux sensations souvent exacerbées de la fin de grossesse, les femmes n'ont pas toutes les mêmes réponses posturales. Certaines relâchent la tension générale en corrigeant leur posture pour libérer leur expiration, ce qui les conduit à serrer les taches sous-costales et provoque la descente de la présentation. Certaines renforcent le soutien malgré la gêne respiratoire engendrée, et on peut parfois assister à une ascension progressive de la présentation alors qu'on se rapproche du terme. Dans ces conditions, il n'est pas rare que ce tonus excessif conduise à une faillite des muscles abdominaux et provoque une bascule utérine très défavorable à l'accouchement et à la continence urinaire des femmes. Le relâchement du détroit musculaire, qui suspendait la présentation à distance du détroit supérieur, la laisse descendre entre les bords des psoas, qui continuent à soutenir le corps utérin et favorise ainsi la formation du segment inférieur et la sollicitation du col par les contractions de fin de grossesse. Toutes les femmes enceintes n'abordent donc pas la période de terme dans les mêmes conditions de descente de la présentation, de formation du segment inférieur et de longueur, ouverture et consistance cervicale. On peut considérer l'assemblage de ces variables comme anecdotique ou en seul rapport avec la parité. Mais on peut également les relier aux variations de la fonction de portage abdominal de l'utérus gravide et de son contenu. Son observation constitue alors un signe sémiologique prédictif. Ces différentes modalités de portage peuvent se modifier dans le temps, mais il semble plus autocyte que le portage par sangle à concavité dirigée vers le haut cède avant l'accouchement et laisse ainsi la présentation descendre et s'engager, indépendamment du démarrage du travail. Sur un plan fonctionnel, il est facile de vérifier sous échographie que le serrage de la partie basse de l'abdomen, objectivé par la rigidification de la gaine musculaire antérieure, fait monter la présentation, et que le serrage de la partie haute, objectivé sous la même incidence d'échographie par son corollaire, le bombement de la gaine musculaire suspubienne, fait descendre la présentation. Le portage abdominal est donc modulable volontairement et peut faire l'objet d'un entraînement visant à modifier progressivement le tonus postural permanent dans le sens souhaité. On peut porter un intérêt particulier au rôle fonctionnel des psoas en analysant les coupes de scanners radiologiques ou d'IRM et leur reconstruction 3D. En raison de leur tonus, le bord interne des psoas marque l'utérus d'un profond sillon, là où se fait le support de l'organe. L'action de la sangle abdominale y apparaît également sur la face antérieure de la partie basse de l'utérus, qui est aplatie par sa résistance. La fonction de ce double support est évidente, puisque la partie la plus basse de la présentation semble faire hernie vers le pelvis en s'insinuant dans l'écartement des psoas. Dans le cas d'une présentation céphalique proche du terme, la visualisation du fœtus in utero permet de vérifier que la saillie du bord interne des psoas empêche son plus grand diamètre de franchir ce détroit musculaire et d'atteindre le détroit supérieur pour s'y engager. On peut donc admettre que la présentation du pôle fœtal au détroit supérieur est conditionnée par un premier niveau musculaire dont l'absence de relâchement peut maintenir la présentation haute et mobile sans aucune responsabilité du bassin osseux. Ce frein à la progression peut se manifester également au passage d'autres segments fœtaux sous-jacents, en particulier les épaules. Et il semble opportun d'analyser toute posture d'accouchement en restant attentif à ce qu'elle ne conduise pas à un serrage de la partie basse de l'abdomen ou à une résistance plus élevée des psoas par l'intermédiaire de la position des cuisses. Un exemple peut être fourni par l'étude des conditions de flexion du pôle céphalique lors de l'engagement d'une présentation en OIGA. Les impératifs mécaniques seraient très différents pour une présentation postérieure. Cette variété de présentation est habituellement caractérisée par une très bonne flexion de la tête fœtale, dont le menton atteint la poitrine.
Cette caractéristique lui est donnée par la double flexion successive de la colonne cervicale, puis de l'articulation occipitale, qui porte la tête fléchie en avant du tronc et place le menton sur la poitrine. Elle est réalisée par l'ordre de contact avec les éléments fléchisseurs du bassin. Contact primitif occipital avec l'arc pubien antérieur, qui fléchit la colonne cervicale et porte le front au contact des structures postérieures, où va se produire secondairement la flexion de la tête autour de l'articulation occipitale. Cette succession nécessite que la descente de la présentation se heurte au relief osseux du pubis, qui doit barrer sa trajectoire, alors parallèle à la paroi abdominale antérieure. À l'issue de l'engagement de la tête dans le cylindre de descente, le rachis fœtal est reporté en périphérie, fournissant le plus long bras de levier antérieur possible pour la rotation de l'occiput vers l'avant dans l'excavation. La participation cervicale à la flexion diminue également la distance entre le sommet de la tête et le diamètre des épaules, qui se présentent ainsi plus rapidement pour leur engagement. Si une contraction de la partie basse de la sangle abdominale persiste au moment de l'engagement, repoussant la présentation vers l'arrière, l'occiput fœtal peut manquer son contact fléchisseur antérieur, et c'est le contact fléchisseur postérieur du front qui réalisera la flexion de la tête sur le cou, sans flexion cervicale préalable. Le degré de flexion céphalique peut être de bonne amplitude, et le menton atteint la base du cou, mais pas la poitrine, car la tête n'a pas été projetée en avant du tronc fœtal. Par rapport à ce dernier, le levier céphalique antérieur n'est plus aussi important, et la rotation peut être plus difficile dans l'excavation. L'absence de participation cervicale à la flexion laisse une plus grande distance entre le sommet de la tête et le diamètre des épaules, qui se trouveront plus haut que précédemment au moment de la rotation de la tête dans l'excavation, et moins solidaire de ses mouvements. Les conditions d'engagement, incluant la posture maternelle, déterminent des scénarios différents aux résultats plus ou moins favorables. Une analyse de ces conditions est donc importante pour donner à la progression fœtale la possibilité d'aborder au mieux les reliefs qui déterminent flexion et rotation. Elles sont différentes selon les variétés de présentation. Les dernières techniques d'imagerie, en fournissant un aspect vivant et tridimensionnel de l'anatomie gravide, ont permis d'inclure quelques intervenants musculaires pour approfondir l'étude de la mécanique obstétricale. Cette approche, loin de la rendre plus complexe, permet de dégager des lois générales valables quelle que soit la variété de présentation. Elle souligne l'importance de l'intervention maternelle et permet d'envisager des actions préventives, simples et rationnelles pour maintenir ou restaurer l'autocie. Voilà. Là, c'était une présentation du docteur Jean-Paul René, qui a fait une grosse animation pour montrer comment est-ce que l'anatomie gravide pouvait influencer sur la mécanique obstétricale. Nous avons fait un cours sur la grossesse. On revenait pour voir les différentes modifications physiologiques au cours de la grossesse. On a vu que l'utérus qui changeait de taille devait entraîner une cascade de modifications sur l'ensemble des structures de l'organisme. Et donc là, il était question de vous montrer que ces effets vont également jouer un rôle, n'est-ce pas, plus tard dans la mécanique obstétricale. Parce que il faut que vous compreniez ça. La mécanique obstétricale chez la femme africaine est différente de la mécanique obstétricale chez la femme asiatique. Pourquoi? Parce que les formes de leur bassin n'étant pas les mêmes, les axes d'orientation et les différents états ne seront pas pareils. Donc, c'est un peu pour ça que c'était ça le bien fondé d'une vidéo comme celle que nous venions de voir, pour revenir un peu sur ces différents éléments. Il n'y a pas de temps zéro de l'accouchement. Voilà. Alors, l'accouchement normal de sommet, on a dit la partie du fœtus qui se présente en premier de l'électron supérieur pour pénétrer dans l'électron moyen lorsque débute l'accouchement et le pôle céphalique. Je voudrais ici qu'on comprenne quelques petites définitions que je pose à répéter tout ce temps et les gens ont du mal à répondre. Il y a ce qu'on appelle la présentation, il y a ce qu'on appelle la position, c'est pas la même chose. La présentation, c'est la partie du fœtus qui va en premier au contact du détroit supérieur à la présentation. C'est la partie fœtale qui va en premier au contact du détroit supérieur.
Donc, si c'est la tête qui va en premier au contact du nettoyage supérieur, on dira que la présentation, elle est céphalique. Si jamais c'est le pied ou le siège, ou j'ai envie de dire ce que vous appellerez les fesses, qui vont en premier au détroit supérieur, on dira que la présentation est siège. En fonction de soit les pieds ou les fesses ou les deux, on décrira les trois variétés du siège, le siège complet, le siège décomplété en main de pied ou le siège décomplété en main de fesses. On reviendra dessus plus tard. Si jamais c'est la main ou l'épaule qui vient en premier, ce sera une présentation de la main, ça peut être une présentation de l'épaule. Ça, ce sont des présentations. Alors que la position, c'est l'axe du fœtus par rapport à l'axe du bassin de la mère. C'est ça la position. Du coup, on peut avoir une position longitudinale. Longitudinale, c'est que donc vraiment du haut en bas, l'enfant est placé du haut en bas. Dans une position longitudinale, l'enfant peut être soit en céphalée ou en siège. Ça peut définir la position longitudinale. Il est vraiment placé de manière verticale. On peut avoir les positions obliques. L'enfant est couché de manière oblique. On peut avoir les positions transversales. Transversale, c'est que l'enfant est couché vraiment de manière horizontale, si vous voulez. Donc, c'est important de comprendre ça. Tout c'est également différent de l'engagement. L'engagement, c'est lorsque la plus grande moitié, la plus grande partie présentante a franchi le détroit supérieur. C'est ça l'engagement. Donc, au moment de réaliser la présentation, celui-ci va prendre contact avec le détroit supérieur. Là, on est dans la présentation du sommet. Il ne faut pas l'oublier, on parle de la présentation du sommet, donc ce sera la tête. La présentation ici, elle est céphalique et de sommet en particulier. Donc, au moment de la présentation, celle-ci va prendre contact avec le tronc supérieur, on parle de la tête fœtale. La tête fœtale va ensuite se fléchir sur le tronc de telle sorte que le menton va venir en contact du tronc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'enfant va fléchir et son menton va aller au contact de son thorax, si vous voulez. Et à ce moment, on définira la présentation du sommet. Donc, dans la tête, on peut avoir le sommet. Quand on dit le sommet, c'est l'occiput de l'enfant que vous allez toucher. Quand on va voir dans la présentation de la tête une présentation de face, par exemple. C'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes éléments. Là, on est vraiment dans la présentation du sommet. Ça veut dire que l'enfant est vraiment fléchi. OK? Et donc, parfois, cette flexion peut être moins importante et le sommet va rester, restant la partie de la présentation plongeante de trois moyens. Il s'agit toujours d'une présentation du sommet, mais là, un sommet qui a été mal fléché. Allez, voilà sur ces deux schémas, vous pouvez facilement voir ce qui se passe. Là, on est sur deux entités de présentation du sommet. Vous voyez, dans les deux cas, c'est la tête que vous avez à l'intérieur. Là, c'est une tête. Là également, c'est une tête. Sauf que dans ce cas, regardez ce qui se passe. Observez le menton de l'enfant. Observez son thorax. Vous avez comme l'impression qu'on ne voit même pas le menton parce qu'il est caché par le thorax de l'enfant. Et donc, ce que vous avez touché, c'est ça. OK? Là, vous ne pourrez pas voir la fontanelle antérieure parce que l'enfant a fléchi la tête, vous n'avez pas, parce que la fontanelle antérieure donc, ne va pas ici. Donc, vous ne pouvez même pas la toucher au coup de toucher vaginal. Vous pouvez toucher à la limite la fontanelle postérieure qui est celle-ci. Regardez dans cette deuxième entité. Là, c'est toujours une représentation du sommet, mais elle est mal fléchie. Regardez le menton de l'enfant. Il est bien libéré là. Et là, quand vous allez toucher, vous pouvez facilement toucher la fontanelle antérieure. Voilà un peu les éléments. Je vous ai dit, c'est un cours qui sera riche en vidéos et en images. Pour que vous puissiez un peu vous faire une idée de ce que c'est. Donc, alors, dans la présentation du sommet, on est dans le sommet vraiment bien fléchi, comme on a dit, pour revenir ici, vous voyez, ce que vous avez touché, c'est l'occiput. Là, l'occiput, c'est la partie postérieure, c'est l'occiput que vous avez touché. Alors que si, dans la présentation du sommet mal fléchi, vous risquez de toucher plutôt le bras là devant. On va revenir là-dedans. L'occiput est le repère de la présentation. C'est la partie la plus déclive. La partie la plus déclive, c'est la partie la plus inférieure, si vous voulez, qui sera facilement repérable par la fontanelle postérieure. On la voit, je reviens toujours sur le schéma pour que vous voyez. Voyez? Donc, vous allez toucher l'occiput à travers la fontanelle postérieure, qui est la fontanelle lambda. Donc, et à ce moment, on définit plusieurs variétés
On aura les variétés antérieures qui sont les plus favorables, qui vont se diviser en occiput iliaque gauche antérieur. Je pense que j'ai mis les schémas dessus pour là, je regarde un peu. Donc, voilà, j'ai mis les schémas dessus pour que vous compreniez un peu. On aura les schémas dessus. On aura dans les deux variétés antérieures, les antérieures iliaque gauche, l'occiputo iliaque gauche antérieure, qui est de loin la plus fréquente. On aura également l'occipito iliaque droite antérieure. Elle est rare. On peut également avoir les variétés postérieures qui vont se décomposer en occipito iliaque droite postérieure et en occipito iliaque gauche postérieure. C'est vrai que quand on parle comme ça peut être un peu difficile à cerner, mais je veux que regarder un peu au niveau de ces différents schémas où j'ai représenté cela. Si vous prêtez attention au nom, ça ne va pas vous embrouiller. Occiput. Occiput, on dit que parce que là, que le repère, c'est l'occiput. L'occiput, c'est là, l'occiput. Attends, je vais essayer d'avoir je vais essayer de. Voilà. Là c'est l'occiput. Là, ce sont les os iliaques. OK? Là, cette patiente est couchée. Regardez. L'occiput ici, ça, là, on est euh, à la gauche de la patiente. C'est votre droite, mais c'est la gauche de la patiente, cette patiente qui est là couchée. Donc, du coup, chez elle, on aura l'occiput qui est en contact, qui est en contact avec l'os iliaque, qui est à la partie antérieure de l'os iliaque et qui se retrouve à la gauche de l'os iliaque. Là, on est à la gauche de l'os iliaque. Alors que là, on est à la droite, à la droite de l'os iliaque. Regardez de ce côté. Là, on est en postérieur. Voilà l'os iliaque en avant et l'occiput est en postérieur. C'est pour ça qu'on va parler de l'occipito-iliaque droite postérieure et l'occipito-iliaque gauche postérieure. Donc, c'est ça, si vous réussissez à comprendre. Là, c'est pour ça que j'ai commencé par vous parler de la position. Là, on parle du bassin. Donc, occiput, c'est la partie de la tête que vous touchez, c'est la partie postérieure. On a dit le repère, c'est la fontanelle lambda. Si elle est en antérieur, déjà vous aurez les variétés antérieures et peuvent être à gauche ou à droite. Si elle est en postérieur, vous aurez les variétés postérieures qui peuvent également être gauche ou droite. Ça, c'est facilement appréciable. Si une personne qui a rompu les membres, vous devez apprécier ça. Parce que si jamais vous commencez à vouloir faire les ventouses ou mettre des ventouses sur une patiente, il faut connaître où se trouve l'occiput pour orienter votre réflexion. Là, on verra ça peut-être plus tard. Donc, parlant des diamètres de la tête fœtale, on note que sous la force des contractions utérines, la tête fœtale va franchir les obstacles représentés par le bassin et le plancher musculo-aponeurotique pelvien maternel en présentant ses plus petits diamètres. La tête fœtale, vous l'avez vu sans doute lorsque vous avez fait les cours d'anatomie du bassin au premier semestre, oui, dans le premier semestre, dans le système locomoteur. On termine là-dessus. La tête fœtale va présenter plusieurs diamètres. Le diamètre bipariétal, qui est celui qu'on mesure à l'échographie, et il mesure en moyenne 9,5 cm, il peut aller jusqu'à 9,8 cm. On aura le diamètre antéro-postérieur qui peut avoir plusieurs entités. Et ça peut être le sous-occipital brématique en fonction de ce que vous allez rechercher. Là, on peut également avoir dans la position de sommet mal fléchi, ça peut être un diamètre sous-occipito-frontal. Là, c'est plus long. C'est pour ça que l'enfant aura du mal à passer lorsqu'on a un sommet mal fléchi, parce que le diamètre qu'il présente est très long, quasiment 11 cm. Alors que lorsqu'il est bien fléchi, il présente un diamètre de 9,5, ce qui est bien. Et donc, c'est deux présentations toxiques lorsqu'on est dans les présentations de tête. Sur ce schéma, je vous ai montré un peu comment est-ce qu'on fait pour évaluer les différents diamètres. Vous voyez, quand on vous a parlé du diamètre sous-occipito-bregmatique, voilà. À ce moment, dans le diamètre sous-occipito-bregmatique, c'est que l'enfant va présenter cette partie. Et là, vous allez toucher facilement la fontanelle postérieure qui est la bregma, qui est la lambda, pardon. Et là, c'est le bipariétal. Là, on est dans le bipariétal, on dit que mesure environ moins 9,5. Et là, on vous présente ici les diamètres de la tête fœtale dans les présentations du sommet. Alors, donc, je pense qu'on va arrêter là d'abord pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va arrêter.
Et on pourra aborder le diagnostic de la présentation prochainement, je crois. Ouais.